Il a peur de prendre l'avion, soit il ne va venir avec bicyclette, c'est un peu loin pour aller au... Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver pour la dernière de 2023. Et pour cette dernière, vous le voyez, bah oui, je suis pas habillé comme tous les jours. Forcément, la dernière de 2023, elle est spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va préfacer la Coupe d'Afrique des Nations. C'est absolument incroyable. Ce petit maillot est celui des Scorpions, évidemment, de la Gambie. Et pour ce faire, bien sûr, notre invité aujourd'hui, eh bien, c'est un honneur de la voir. Pourquoi? Bah parce que il va participer à cette compétition en tant qu'entraîneur. Vous allez le voir rivé sur vos écrans pour ceux qui ont les bons outils, les bons canaux. Bien sûr, durant la Coupe d'Afrique des Nations, c'est Tom Saintfiet, le sélectionneur de la Gambie, qui est avec moi. Comment ça va, Tom? Très bien. Bonsoir, Sacha. Ça va? Je suis extrêmement, mais alors là, extrêmement heureux que tu sois avec nous parce que tu vas appuyer justement sur toute cette expertise. Ça fait longtemps, la Coupe d'Afrique des Nations. Moi, je milite. En Belgique, on n'a pas de diffuseur. C'est très triste, c'est carrément un scandale. Dans les pays étrangers, on en a bien sûr beaucoup, donc on va pouvoir regarder. Mais je milite pour l'exposition justement du football africain. Et toi, tu es un des ambassadeurs de ce football qui est beau. Donc ça me fait très 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 plaisir. À tes côtés, il y a Thomas, bien sûr, le général Thomas Général. Pour la dernière de 2023, il est venu tout en fraîcheur, tout en black. All black everything. Voilà, c'est exactement ça. Et je suis content d'être ici pour parler de la CAN. C'est un sujet qu'on aborde très peu, comme tu le dis, et ça peut être très intéressant parce qu'on a un invité de taille. D'un invité de taille, effectivement. Mon cher Xavier, en plus de ça, toi, je sais que tu adores tout ce qui est un peu les championnats hipster, les championnats extérieurs. Il nous parle parfois de J-League, tu vois, de Japan League, Tom. Mon cher Xavier. Intéressant. Très, très intéressant. Donc, forcément, c'est un bon moment. Bonjour, mon Xavier, comment vas-tu? Là, ça va pas mal, et toi? Bah, écoute, ça va. Je suis très heureux, comme je le répète, d'accueillir Tom. Tom, on va se plonger déjà directement sur cette Coupe d'Afrique des Nations parce qu'on a un programme extrêmement chargé. Bien évidemment, likez et abonnez-vous à cette émission, et tous les fans de Jupiler Pro League, ne vous inquiétez pas. Le championnat de Belgique sera aussi abordé. On parlera du Standard, on parlera d'Anderlecht, on fera des bilans par rapport au club de Bruges. Tout ça, ça va être abordé aussi. On ne vous oublie pas. On passe forcément dans une énergie qui est différente quand on est sélectionneur de la Gambie et qu'on a fait quart de finaliste en 2022 face au Cameroun. C'était le pays organisateur. T'as été vu un peu comme l'un des entraîneurs révélations de cette compétition. Toi, en tant qu'entraîneur, quand tu dois prendre tout de suite le relais, qu'est-ce que tu te dis sur cette saison? Pour cette CAN, c'est quoi ton objectif? Oui, je pense que c'est un miracle qu'on ait qualifié une deuxième fois directement après la première fois. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent faire ça. On a vu Comores, un bon CAN, mais ils sont pas qualifiés. En 2019, on a vu Burundi, Madagascar aussi jouer le quart final, pas qualifié après. C'est pas évidemment de qualifier deux fois derrière l'autre. C'est unique et c'est fantastique. Maintenant, on doit être réaliste. On va jouer un CAN. Les demandes sont plus hauts parce qu'on est 6e dans les dernières CAN. C'est un grand miracle. On a fait ce résultat. Maintenant, les demandes sont plus hauts et on a un groupe très difficile avec Sénégal, le champion d'Afrique, avec Cameroun, un des plus grands, les deux pays qui jouent la dernière Coupe du Monde au Qatar, avec Guinée-Conakry, avec le meilleur buteur au Bundesliga. Ça va être difficile, mais comme entraîneur, comme équipe, on veut rester longtemps au Côte d'Ivoire et on fait faire tout pour rester là-bas. Mais évidemment, et ce sera une compétition aussi d'autant plus intéressante que on en parlait ensemble, Tom. Les grandes équipes africaines commencent aujourd'hui à monter aussi d'un niveau. Ça veut dire que quelque part, on arrive à une année qui est une belle année, comme on dit. En vain, on appelle ça souvent le millésimé, mais c'est ça. On est sur une année où les pays africains, ont un certain niveau. Et là, on va quand même être dans un groupe qui est le tien, qui sera extrêmement relevé. Cameroun, Sénégal, Guinée, c'est le top. Oui, mais je pense que tous les grands pays sont qualifiés. C'est unique parce que les dernières CAN, il n'y a pas RD Congo, il n'y a pas Angola, il n'y a pas Afrique du Sud. Maintenant, tous les grands pays sont là. C'est un des meilleurs CAN. Les stades sont fantastiques. L'organisation est très bien. Les hôtels sont très haut niveau. L'infrastructure est prête pour le CAN. Le niveau est très haut parce que aussi les joueurs, la majorité jouent en Europe et sont des grands joueurs en Europe. Ça va être très intéressant et on est dans un groupe très difficile, mais ça
c'est aussi une motivation parce qu'on a toujours prouvé d'être fort contre les pays forts. So on va faire quelque chose, mais on doit être aussi réaliste. Ça veut être stupide de dire qu'on doit aller au quart final, au demi-finale maintenant. On veut rester longtemps, mais nous ne sommes pas les favoris. Et toi, comment tu appréhendes ce tournoi? C'est-à-dire, comment est-ce que tu le prépares dans la tête de tes joueurs? Qu'est-ce que tu vas insuffler comme énergie dans ton discours pour dire justement à tes joueurs, et parfois des éléments aussi parfois individuels, aussi dans un coaching qui peut être individuel, en disant OK, on n'est peut-être pas les plus favoris sur le groupe, forcément on est le petit poussé, mais on peut y arriver dans un groupe très très relevé, on a des qualités. Comment tu vas rentrer dans la tête de tes joueurs pour leur faire croire à l'exploit? C'est peut-être plus difficile comme avant parce que les premières CAN, tout le monde a pensé on n'est rien, Gambie va perdre chaque match. Et les joueurs sont aussi plus nerveux parce qu'ils n'ont pas jamais joué le CAN. Maintenant, tout le monde parle au Gambie, tout le monde veut qu'on est champion du monde au CAN. C'est le minimum pour la Gambie. Les joueurs pensent aussi que c'est possible. Un joueur comme Moussa Berro a dit dernière fois quart finale, maintenant ça doit être demi-finale. Mais je dois dire aussi mes joueurs être réalistes, focus, concentré dans la manière qu'on a qualifié, la manière qu'on a reçu les grands résultats avant, parce qu'on doit jouer dans une discipline, respecter notre adversaire, motiver mes joueurs, ça c'est pas vraiment nécessaire parce qu'on jouait contre Sénégal, les grands frères de la Gambie. 5 ans je suis là et 5 ans tout le monde me demande quand on va jouer contre Sénégal. Maintenant, le premier match au CAN, on va jouer contre Sénégal. So, la motivation, c'est pas le problème. C'est seulement respecter le tactique, la discipline dans le tactique. C'est le plus important pour gagner des bons résultats. Alors pour les fans de football, Xavier, Thomas, c'est évident, vous avez quelque part un peu découvert la Gambie avec leur exploit lors de la CAN 2022 et ce quart de finale face au Cameroun. Mais en termes de qualité, par exemple, je sais que toi, Thomas, t'es très curieux, donc t'as certainement déjà vu cette équipe jouer. C'est quoi la plus grande qualité de ce groupe? Bah après, ce qui est bien aussi, c'est que au niveau des joueurs comme il y en a pas mal qui sont passés par la Belgique, donc le championnat belge, on en parlait en off. Il y en a un d'ailleurs, Fadera, qui est très très bon, un très bon jeune, qui joue à Genk, qui rejoue depuis quelques matchs. Très bon joueur. Il y avait Badamosi qu'on a parlé. Il y a Koli qui a joué à Genk aussi. Donc c'est des joueurs qu'on connaît, qui sont passés par notre championnat. Donc ça nous facilite la tâche un peu aussi. Donc on connaît un peu les joueurs. Et non, je suis très curieux de voir ce que la Gambie pourra faire dans ce groupe. D'un point de vue tactique, Xavier, la grosse qualité de cette équipe, c'est l'impact. C'est l'intensité, c'est le physique qu'ils peuvent mettre et justement la capacité à empêcher, par exemple avec un bloc bas, des adversaires qui techniquement sont meilleurs avec le ballon de développer leur football. Oui, clairement, avec un bloc bas, ils jouent fort défensif parce que c'est avec leur qualité, mais après en reconversion offensive, ils peuvent aller très vite avec des Abli Diallo, par exemple qu'on a pu voir à Sera l'année dernière, à Metz maintenant. C'est des joueurs qui, ou même Fadera, en reconversion offensive, ils peuvent aller très très vite et quand tu joues à bloc bas, l'adversaire il joue fort haut, donc quand tu pars vite en contre-attaque, il y a souvent beaucoup d'espace et c'est là que tu peux faire mal à l'adversaire et faire juste 1-0, ça suffit des fois pour gagner un match, ça. Alors oui, alors moi j'ai aussi sur ton groupe une petite analyse dont je suis super curieux, j'aimerais avoir ton retour. On connaît le manque d'intensité qu'il peut y avoir dans les championnats, on va dire exotiques. T'as 3 joueurs importants là qui ont quitté justement le continent européen pour aller en Arabie Saoudite. On peut parler de Hassan Cissé, on peut parler notamment de Moussa Barro, qui est quand même la grosse star au poste de numéro 9 de cette Gambie. Comment toi, tu vis ce truc-là? Est-ce que tu es inquiet? Non, pour moi, ok, je comprends les choix des joueurs. Je préfère que chaque joueur joue en Italie ou en Angleterre, mais c'est pas mon choix et c'est pas le choix du joueur. Quand il y a une offre de jouer au Saoudi, c'est normal qu'il y ait 3 joueurs qui signent là-bas, parce que c'est un grand honneur, c'est un grand ligue avec tous les grands stars. Je pense que c'est pas, pour le moment, c'est pas mauvais pour l'équipe nationale. Aussi, Mané et les autres grands stars jouent là-bas. Naturellement, on a peut-être moins des autres joueurs de haut niveau. Ouais. C'est pas Moussa Berro, c'est pas Cissé Badamosi, mais avant on a naturellement plus de joueurs qui jouent en Italie ou en France et maintenant on a seulement Abla Diallo du Metz, Yankuba Minti du Feyenoord et Aliou Fidera du Racing Genk dans les meilleurs 8 pays en Europe dans D1. C'est un peu dommage, mais on a gagné contre Guinée-Conakry au deuxième tour avec un arrière droit du D4 en Suède.
droite et un arrière gauche du D5 en Suisse. Pour les recruteurs, il y a de quoi aller regarder. On sait que le Standard n'a pas beaucoup d'argent, on parle de latéral droit, on sait jamais. Non, c'est les qualités des joueurs, c'est pas tout qui compte. C'est la motivation, la discipline des joueurs. Et tu ne gagnes pas avec les grands stars, tu gagnes avec une équipe. Et on a vu quand Drogba a arrêté le football, c'est le moment que Côte d'Ivoire est champion. Quand Eto'o ne joue pas, Cameroun est champion. C'est pas toujours les grands stars qui donnent les titres. On a une bonne équipe qui aime les disciplines et qui va travailler pour des bons résultats. Oui, et puis tu le disais, cette équipe de la Gambie progresse à une vitesse fulgurante. Il y a de cela quelques années, elle était parmi les pires équipes du monde. Hein. Tu me donnais le classement FIFA, c'était 170e, c'est ça? Oui, 172 quand j'y arrive. Maintenant, on a perdu quelques positions, mais on est 125 pour le moment, je pense. On est la semaine passée 117, quelque chose comme ça. On a improuvé aux 50 positions au FIFA ranking. Et clair, en Gambie, il y a beaucoup de joueurs avec les vitesses, les attaquants, Aliou Fidera, Ablaye Diallo, Ibrahima Koli, Bamba Sanyang, ancien joueur du Beerschot, Yankuba Minte, Feyenoord, signé avec Newcastle. On a beaucoup de joueurs dans la transition et on a peut-être pas les grands stars, les grands attaquants ou les grands centres au milieu du terrain, mais on a une équipe qui peut jouer compact et utilise l'espace derrière la défense de l'adversaire. Et avec les vitesses, on peut, Inch'Allah, marquer des buts. C'est très très bien, Inch'Allah. Bien sûr, ce sera tout le fil rouge de l'émission, mais c'est intéressant. Est-ce que, quand on voit la progression de cette équipe qui, comme je l'ai dit, est fulgurante, hein, ça a été très très vite pour la Gambie et c'est sous ta tutelle, donc faut te mettre aussi à l'honneur. C'est vraiment un travail que tu as effectué, bravo pour ça. Tu penses que le quart de finale face au Cameroun, c'est le plafond de verre? Vous avez été déjà plus haut que ce que vous espériez? Ou tu penses qu'il y a encore possibilité, peut-être pas cette année, mais dans les prochaines années, aller chercher autre chose? On sait que, par exemple, vous avez une équipe nationale U20 avec la Gambie, avec beaucoup de qualité. Il y a des jeunes qui ont été notamment transférés cet été du côté du Stade de Reims, où voilà, on sait que en Europe et surtout en France, on a un très bon scouting pour aller repérer les talents africains, etc. Est-ce que tu penses qu'à l'avenir, voilà, c'est pas la fin. La quart de finale, c'est peut-être juste le début d'une nouvelle histoire ou d'une autre histoire pour la Gambie. Ça dépend du développement des joueurs dans leur club. On est un petit pays, 2 millions de peuples. On n'a pas une ligue vraiment professionnelle. Il y a maintenant 150 joueurs, presque 150 joueurs qui jouent en Europe, pas dans haut niveau. L'équipe moins 20 a fait un bon travail aux Coupes du Monde au Argentin. Presque tous les joueurs signent un contrat en Europe, mais pas beaucoup de joueurs jouent pour le moment. Il y a Mamadou Badjo qui joue en Slovaquie, il y a Aladji Sène, le capitaine, qui joue en Danemark D2, Dama Bojang du Stade de Reims, il a joué seulement 2 minutes, mais quand le développement est bien dans le club, tout est possible, mais être compétitif avec les grands pays du Sénégal avec 30 millions de peuples, avec Nigeria avec 160 millions de peuples, ça va être difficile. On est un petit pays, comme Luxembourg, on peut faire des miracles, mais pour moi, ça va être fantastique que Gambie peut qualifier presque chaque fois pour la CAN, aussi pour la CAN 2025, c'est notre ambition. Quand on peut être stable comme Guinée, comme Burkina Faso, comme Mali, stable et qualifié pour les grands tournois, ça veut être fantastique. Et on a besoin un peu de chance dans le tirage pour aller au quart final ou aux demi-finales. Tout est possible au football, mais on doit être aussi réaliste. Et ça demande du développement des joueurs individuels dans leur club. Qu'est-ce qu'il faut encore à la Gambie pour passer un cap et à atteindre un autre niveau quand on parle du développement dans le football, d'abord le football africain pour les Scorpions? Le grand problème avec nous, on est 15, 20 joueurs de bon niveau, mais on n'a pas 40 ou 60 joueurs de haut niveau. Quand tu es sélectionneur du Côte d'Ivoire, du Ghana, du Nigeria, du Cameroun, du Sénégal, du Maroc, tu peux choisir 2-3 équipes du 23 joueurs de haut niveau. Quand il y a un joueur blessé ou pas en forme, il y a une alternative de même niveau.
avec nous, c'est le problème qu'on a de bons joueurs, on a une bonne équipe, mais quand il manque, quand il y a des joueurs sans club ou qui sont blessés ou ils sont pas en forme, on n'a pas directement les mêmes alternatives de même niveau, et c'est notre problème. On doit grossir la quantité de joueurs de haut niveau, et ça peut aider naturellement les résultats dans le futur. Alors Tom, tu vas être avec nous bien sûr pour aborder tous les sujets importants. On va parler des grandes nations africaines, bien sûr, messieurs. J'attends vos avis avec grande impatience. Vous le savez, on a préparé véritablement un programme aux petits oignons. On vous a préparé un programme délicieux. Si vous nous écoutez, bien sûr, vous allez pouvoir les entendre. Ici, vous allez pouvoir les regarder, bien sûr, sur YouTube. On est évidemment toujours en podcast, disponible sur Spotify. Et merci à vous à chaque fois pour vos retours. Ça fait toujours plaisir. Parole de supporters. C'est le moment. Et on a choisi cette fois-ci non pas de lire vos commentaires sur Twitter, mais plutôt d'écouter quelques rédacteurs, quelques spécialistes du football africain. On va vous en présenter un. Il s'appelle Mehdi Dahak. Il est tout simplement le rédacteur en chef de DZ Foot, qui est l'un des plus grands médias en Algérie. Eh bien, Mehdi va tout simplement nous aider et répondre à cette question sur laquelle on va pouvoir débattre après en plateau, messieurs. Tout simplement, quelles sont les ambitions de l'Algérie de Djamel Belmadi pour la Coupe d'Afrique des Nations? On écoute Mehdi Dahak tout de suite et on revient bien sûr pour les réactions. Alors, l'ambition d'Algérie à la prochaine CAN, c'est avant tout retrouver le sourire, parce qu'il faut pas oublier que cette équipe est sortie au premier tour à la dernière CAN alors qu'elle était tenante du titre, et donc là les gens ont aussi besoin de se rassurer. Faut pas oublier qu'il y a aussi une grave désillusion à ne pas aller à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, qui était la grande ambition de Djamel Belmadi. Donc là, je pense que il n'y a pas d'objectif à signer, mais faut peut-être au minimum atteindre les quarts de finale. Alors si on atteint le dernier carré, ce serait excellent. Mais je pense que les gens attendent aussi de cette équipe un renouveau au niveau du jeu, voire une nouvelle génération, à l'image de Hamoura là, qui s'éclate en Belgique. Et voilà, les gens veulent revoir une équipe belge ambitieuse avant tout. Mehdi Dahak, merci beaucoup pour ton intervention. Tu nous dis donc qu'il faut revoir une Algérie ambitieuse, une forme de renaissance, un renouveau. Mehdi parle d'un renouveau, parle notamment de Mohamed Hamoura. Nous on le connaît très très bien parce qu'on l'analyse chaque semaine dans le championnat de Belgique. Qu'est-ce qu'il faut aller chercher justement pour cette Algérie, pour aller surprendre? Justement, il parle de nouvelle génération et c'est ce que j'avais préparé justement parce que c'est une équipe, quand on analyse, on voit que c'est tous des autres joueurs, des joueurs comme Fegouli, etc. Ils sont partis. Certes, il y a peut-être encore Slimani, mais c'est plus un titulaire parce que bon, Hamoura, s'il n'est pas titulaire, c'est qu'il y a un gros souci. Mais je pense que cette équipe, franchement, sur papier, je les vois vraiment aller loin et potentiellement même gagner cette CAN parce que j'aime beaucoup toutes les individualités dans cette équipe. C'est vraiment une équipe intéressante à avoir joué. Il y avait aussi le poste de gardien qui était problématique à un certain moment. Maintenant, avec Mandrea qui joue à Caen, il fait des très bonnes prestations. Donc à tous les postes, je pense que l'Algérie peut surprendre. Oui, et puis surtout il y a ce duo, donc on a parlé d'Hamoura, mais à côté il y a quand même Chaibi. Oui, Chaibi aussi. Le joueur de l'Eintracht Frankfurt. Voilà, c'est quand même. Alors ce sera intéressant parce qu'en plus les joueurs vont se rencontrer à l'occasion du tirage des barrages de l'UEFA Conference League. Voilà, comme ça c'est un petit signe du destin pour les 16e de finale. Mais oui, c'est quand on parle de renouveau, on parle aussi de joueurs qui n'étaient pas présents, voilà, ou qui étaient à un niveau qu'on n'attendait pas aussi bon. Par exemple, Nabil Bentaleb, voilà, pour revenir sur le match de ce week-end, Nabil Bentaleb, incroyable. C'est vraiment très très fort, Xavier. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est un joueur qui est un petit peu dans l'anonymat. Enfin, ça fait quand même longtemps qu'il est là, je trouve. On en parlait, mais ça en plus. Et c'est vrai que pour le moment, je trouve qu'il fait vraiment une très très bonne saison. Il explose un petit peu plus qu'auparavant. Et c'est vrai que je pense à l'Algérie, comme on l'a dit, c'est tout doucement une nouvelle génération qui arrive. Ils avaient peut-être besoin de ça, parce que les Mahrez et tout ça, ils sont quand même un tout petit peu, ils sont plus tout jeunes. Et quand tu vois leur dernière élimination en phase de groupe, alors qu'ils étaient tenants du titre à la CAN, un pays comme l'Algérie, pour moi, quand ils participent à une CAN, ils doivent toujours viser le dernier carré. Et c'est pas possible de faire autrement. Donc, ils ont besoin de ce renouveau, des nouveaux joueurs qui vont apporter ce petit plus pour aller chercher justement cette performance. Tom, qu'est-ce qui est le plus dur quand on joue contre l'Algérie? On se rappelle de ce match en Mozambique où les Fennecs ont eu beaucoup de difficultés parce que les Mozambicains leur ont mis justement sur un terrain qui était très compliqué aussi à jouer une grosse intensité et un gros impact. C'est un peu les qualités de la Gambie. Comment est-ce qu'on met à mal cette équipe de l'Algérie? Sur quoi on joue tactiquement? Je suis l'ancien entraîneur du Djamel Belmadi. J'ai travaillé avec Djamel Belmadi au Qatar avec Walter Mills en 2003-2004. Je connais lui très bien. Et on a joué avec Gambie 2 fois contre Algérie en 2018 et 2019 dans la qualification. Et on a joué 2 matchs nuls.
contre Algérie. Algérie est une équipe forte et je pense que l'avantage maintenant du Algérie est les nouveaux noms, parce qu'après la victoire en 2019, tout le monde a pensé maintenant les plus grands en Afrique, on va qualifier pour la Coupe du Monde, on va être en 2021 encore une fois champion d'Afrique, et renouveler les nouveaux noms, les nouveaux types ensemble avec un bon entraîneur comme Djemal Belmadi peut donner quelque chose d'extra. Mais quand tu joues contre Algérie, tu dois donner le ballon à Algérie, c'est pas de problème, mais jouer compact et peut-être au contre-attaque, tu peux faire quelque chose. Mais Algérie a une équipe très intelligente, tactiquement très fort, et tu ne veux pas donner l'espace pour un Moura comme ça, tu dois jouer intelligent, pas laisser Algérie utiliser le talent. Je seulement pense qu'il y a peut-être le problème, et c'est aussi pour tous les pays de l'Afrique du Nord, quand tu joues à Afrique de l'Ouest, le climat est tout différent, c'est très humide. Aussi les pelouses, les qualités des pelouses, c'est une bonne qualité, mais c'est différent que normal en Algérie ou au Maroc, quelque chose comme ça. Sont peut-être, il y a des problèmes. Pour moi, Algérie est un des favoris, mais pas les plus grands favoris. Ouais, je peux comprendre, bien sûr. Et puis pour Djemal Belmadi, que tu connais bien, il y a une gestion humaine aussi qui se fait match par match, notamment sur le cas Oussem Aouar, qui a décidé de rejoindre l'Algérie. Voilà, Oussem Aouar, on sait que c'est un joueur de ballon absolument merveilleux. Il y a de cela quelques années, il était quand même intéressant, en tout cas dans l'escarcelle dans la cible d'une des équipes comme Manchester City. Donc on parle quand même d'un top joueur. Aujourd'hui, il n'est pas vraiment titulaire avec l'AS Roma, il faut le dire, hein. Mourinho ne le préfère pas, il a d'autres choix, notamment Eduardo Bové dans le milieu de terrain, etc. Mais ça aussi, c'est intelligent de la part de Djemal Belmadi en disant on va pas l'exposer tout de suite à la dureté du football africain, mais petit à petit, notamment dans une compétition comme la CAN, il va pouvoir rentrer dans le moule et tout doucement montrer ce dont il est capable. Il y a ce côté psychologique aussi, humain. Oui, mais naturellement, il a beaucoup de choix, il a des alternatives. Il peut prendre des décisions quand il joue avec joueur A ou B. C'est moins de différences en qualité. Il peut utiliser les joueurs step by step et donne l'expérience. Mais il a le choix, et il y a des peuples qui n'aiment pas lui parce qu'il est aussi très il demande beaucoup comme entraîneur. Très exigeant. Oui. Son mentalité, il veut gagner chaque match. Il demande tout des joueurs, du staff et tout. C'est pas toujours facile, mais il a prouvé beaucoup, pas seulement en Algérie, il a prouvé aussi au Qatar avec, il est champion 2 fois là-bas. Djemal Belmadi est un très bon entraîneur. Il est naturellement avec Algérie un des favoris. Et je pense que Algérie est plus fort que 2021 parce qu'en 2021, c'est une équipe sans motivation qui prend la Coupe d'Afrique plus facile, qui peut-être dans la tête est seulement concentré aux Coupes du Monde au Qatar, et maintenant il veut revanche, et les joueurs sont là, l'entraîneur est très haut niveau, l'organisation est très haut niveau, c'est une bonne équipe. Et puis un petit peu à l'image, mais on va y venir dans notre pays, l'Algérie gagne de plus en plus de binationaux. Regardez l'opportunité qu'il y a du côté de l'Algérie d'avoir 2 latérales gauche de très grande qualité. Rami Ben Sebaini, titulaire quand même avec le Borussia Dortmund sur le côté gauche, et puis Ryan Aït-Nouri, titulaire avec Wolverhampton. Excuse-moi, je vais te le ramener tout à la Belgique et au Diable Rouge, oui, Thomas, mais je fais pareil de toute façon. On n'a pas cette solution-là chez nous. Non, c'est sûr. Mais c'est comme tu disais, il y a beaucoup de clubs africains qui vont justement maintenant recruter des joueurs qui ont les 2 nationalités, et ça se fait de plus en plus. Et les joueurs africains, ils acceptent ça. Tu vois, on voit ça beaucoup au Maroc avec, par exemple, El Kanous. On a eu le cas. C'est ça qui est bien, et ça augmente aussi du coup le niveau des équipes africaines, et c'est très intéressant, je trouve. Pour toi, Thomas, ton idée sur la possibilité d'un quart, tout à l'heure Mehdi parlait d'un quart de finale, qui c'était déjà une réussite pour l'Algérie. Tu les penses capables d'aller plus loin, ou tu penses que ce serait plutôt justement, peut-être pas vraiment une réussite, mais un milieu de tableau, un milieu acceptable? Ouais, voilà. Non, moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça peut être le gagnant par surprise. Comme il disait Tom, c'est pas le grand favori, mais c'est justement ça qui va peut-être jouer en leur faveur. Ce sera l'underdog des favoris entre guillemets, et ça pourrait leur être bénéfique, parce que franchement, comme je disais, à chaque poste, tu viens de le dire aussi, donner un exemple à l'arrière gauche, c'est doublé. Ils ont des très bons joueurs, et par exemple la dernière sélection ici, c'était en novembre, on a vu des joueurs comme Zorgan et Kadri. Bon, c'est des joueurs qu'on connaît, mais qui sont habituellement toujours sélectionnés. Ils n'ont pas été sélectionnés, donc ça prouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choix et beaucoup de possibilités dans
dans cette équipe. Devant, ils sont peut-être un peu dépendants aussi de la forme d'un Islam Slimani qui disputera certainement sa dernière CAN, lui qui va déjà avoir 36 ans, hein, Islam Slimani, donc il est éminemment important. Il n'y a pas de pivot de déviation comme ça vraiment dans cette équipe de l'Algérie. Peut-être que ça aussi, le manque de diversité dans les profils, qui sont des profils très techniques, qui aiment avoir le ballon dans les pieds, ça peut aussi jouer en fait contre l'Algérie, Xavier, ce manque de profondeur dans le jeu en fait. Oui, clairement, en fait, vu qu'ils aiment bien toujours avoir le ballon, jouer avec le ballon comme Tom le disait auparavant, des fois, si tu joues contre un bloc bas, si t'as pas de solution, tu peux vite te faire avoir que tout simplement le ballon il veut pas rentrer, ou parce que tu peux avoir un manque de réussite, ou bien tout simplement l'autre équipe défend très très bien, et puis en contre-attaque, tu fais une erreur, et tu perds simplement bêtement 1-0. En phase de groupe, ça peut encore aller, parce que t'as quand même 3 matchs, mais après tu passes à une élimination directe, et t'as pas forcément le droit à l'erreur, donc des fois, je pense que l'Algérie, des fois, ils veulent trop jouer au ballon, et ça peut peut-être leur porter préjudice quand tu vas arriver à une phase à élimination directe. Tom, quand on dispute une Coupe d'Afrique des Nations, il y a l'aspect tactique, il y a l'aspect concentration, mentalité, mais il y a aussi un peu d'hasard. Il y a aussi un peu le football africain a ceci de magique qu'il peut tout se passer dans une rencontre durant la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, mais c'est pas seulement en Afrique. Chaque match, il y a un peu hasard naturellement, mais en Coupe Afrique, c'est quelque chose de spécial. On a parlé de Binacio. J'ai aussi quelques joueurs du Suisse, Saidi Anko, Noah Sanko Sundberg du Suède qui jouent pour nous. J'ai essayé longtemps pour Magdi Camara du stade Brest, mais il a peur de prendre l'avion, soit il ne va venir avec bicyclette, c'est un peu loin pour aller au Côte d'Ivoire. Mais c'est clair qu'un joueur qui représente son pays, qui peut faire tout. Jouer la Coupe d'Afrique, c'est vraiment pour les joueurs vraiment quelque chose de spécial. C'est un grand honneur. C'est la raison que tous les grands joueurs en Europe veulent jouer la Coupe d'Afrique. Et naturellement, tu as besoin de décisions. Il y a le climat, les pelouses, il y a les situations, les décisions de l'arbitre. Mais c'est dans tout le monde comme ça, mais je pense que le cœur d'un joueur de football africain, battre contre un autre pays africain, les joueurs connaissent leur autre en Europe, mais quand ils jouent avec le maillot, l'équipe nationale, c'est quelque chose de spécial et c'est quelque chose d'unique et chaque joueur veut être là. Je suis 100% sûr quand je vais annoncer mon équipe 27 finale, il y a beaucoup de joueurs qui crient, qui sont pas là, parce que c'est un rêve pour chaque joueur, pour nous, mais aussi pour l'Algérie, pour chaque pays, pour représenter leur pays. Et ça donne la magie de jouer pour une équipe en Afrique. Tu l'as dit, tu vas donner ta liste le 27 décembre. Donc, est-ce qu'il y a déjà dans tes choix des doutes ou alors t'as quasiment que des certitudes? Parce que c'est bientôt, là, le 27, on y arrive. T'as déjà ta liste en tête ou tu dois encore poser des petites questions? Il y a encore des doutes? Mon liste est prêt. La liste est prête. On a une présélection de 43. Normalement, 55 est possible, mais on n'a pas vu 55 joueurs pour enregistrer au CAF. On a enregistré 43 joueurs, mais la liste de 27 est prête pour nous. Naturellement, peut-être il y a des blessures ou des autres choses. On doit toujours être prudent. Mais notre liste est prête et il n'y a pas de surprise dans les listes. On va choisir un groupe qui connaît le métier parce qu'on a vu les dernières mois, on a des problèmes au milieu du terrain avec des joueurs qui peut-être sont des bons joueurs mais qui ne connaissent pas jouer en Afrique, les mêmes comme l'autre. On va choisir un peu d'expérience, mais on va être prêt. Eh bien, on le rappelle, le groupe de la Gambie sera exceptionnel. La Guinée, le Sénégal et le Cameroun qui avaient battu, on le rappelle, tout simplement la Gambie. Eh bien, c'était un but d'Aboubacar, Vincent Aboubacar de mémoire, en 2022. On va passer maintenant au gros morceau, tout simplement, et on continue dans Parole de supporters. Et on va accueillir tout simplement Sofiane, qui est un des rédacteurs du média Twitter Soccer 212. On va vous laisser bien sûr prendre effet de tout simplement de ce qu'il va nous répondre à cette question. Le Maroc est-il le favori numéro 1 à la victoire finale pour la CAN? On l'écoute et puis on revient bien sûr après pour analyser tout ça et avec tous les autres prétendants pour la Coupe d'Afrique des Nations. Salut les amis, donc je vais répondre à la question, le Maroc est-il favori à la CAN? Favori numéro 1 à la CAN? Bien évidemment que oui, faut pas se cacher, le Maroc est favori à la CAN. Le parcours en Coupe du Monde, Walid Regragui, le groupe, la qualité,
faut être sincère. Clairement, nous sommes les favoris. Faut assumer ce statut. Déjà que lors des éditions précédentes, nous étions parmi les favoris. Désormais, avec la Coupe du Monde et ce qui s'est passé par la suite, nous sommes clairement favoris numéro 1. Toutes les équipes veulent nous battre, que ça soit les grosses équipes comme la Côte d'Ivoire qui sera à domicile, qui, attention, va être très forte, l'Algérie, très revancharde, le Nigeria, la Tunisie, l'Égypte, très costaud, mais le Maroc est le favori numéro 1, tout naturellement. Donc le Maroc doit assumer ce statut et Inch'Allah, on ira chercher cette CAN. On est de retour, bien sûr, et vous l'avez entendu, Sofiane qui assume ce rôle de leader pour le Maroc, un des rédacteurs, bien sûr, on salue ce média Twitter Soccer 212. Alors, il a donné quelques arguments intéressants, Thomas, quand on entend, bon, bien sûr, les qualités individuelles ne se discutent pas du côté du Maroc, mais il l'a dit, la Côte d'Ivoire est là, et puis il y a également le Nigeria qui a une grosse armada avec un effectif absolument incroyable. Quand on peut se permettre d'avoir Victor Osimhen et Victor Boniface dans tout simplement le 11 de base en tant qu'attaquant, c'est du lourd. Mais le Maroc, plus fort pour lui. Oui, mais clairement, et même si à la question il aurait répondu non, j'aurais dit c'est un menteur. Parce que honnêtement, après ce qu'ils ont fait en Coupe du Monde, c'est l'équipe, enfin la première équipe africaine qui a terminé premier dans cette Coupe du Monde. Ils ont quand même la demi-finale. C'est incroyable, le parcours qu'ils ont réalisé était magnifique, et ce serait dommage de pas continuer ça. Et justement, ce statut et cette performance en Coupe du Monde font que aujourd'hui c'est le favori numéro 1. Tout à l'heure, avec Tom, Tom, tu me le disais, tu me le confessais, tu l'as dit d'ailleurs tout à l'heure en parlant de l'Algérie, tu m'as dit, attention, favori quand même, la nature, le climat, tout ça, l'ambiance, la température, je suis pas persuadé. Oui, mais avec Maroc, je dois dire que pour moi, ils sont pas les grands favoris. Ok. Ils jouent une très bonne Coupe du Monde, oui, clair. Mais c'est un peu le même problème après. Algérie a gagné la Coupe d'Afrique et encore une fois confirmé, c'est plus difficile. Et Coupe du Monde, Maroc a joué comme underdog, comme dans une bonne organisation, très défensif, contre-attaque. Maintenant, ils sont favoris. Ils peuvent pas jouer comme ça. En Afrique, ils doivent jouer le jeu de football. Naturellement, les mêmes choses comme le climat et c'est toujours le même comme Algérie. Mais avec Maroc, il y a le problème que maintenant, ils sont les favoris. Au Coupe du Monde, ils peuvent jouer comme underdog. Maintenant, ils doivent jouer comme favoris. Il y a beaucoup de qualités. C'est un grand pays. Demi-finale, c'est réaliste. Mais pour être champion d'Afrique, je ne pense pas. Il y aura pas l'effet de surprise, alors, Xavier, c'est ça? Clairement, je pense qu'ils sont ultra favoris. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils sont trop favoris, peut-être. Ils peuvent vite prendre peut-être le match un petit peu à la légère. Ça, c'est le travail de l'entraîneur pour lui aller remettre les pieds sur terre avant chaque match et prendre chaque adversaire, respecter chaque adversaire. Mais de manière générale, vu qu'ils sont trop favoris, et je pense, on a toujours tous en tête la Coupe du Monde qu'ils ont fait. Mais jouer contre des nations européennes, américaines ou Amérique du Sud ou autre, c'est pas pareil que jouer une CAN pour moi. Que les terrains sont pas les mêmes, enfin comme l'a dit Tom, jouer contre par exemple le Sénégal, c'est pas la même chose que jouer contre le Brésil. C'est des footballs différents. Et je pense que tu peux pas une nation qui a fait une bonne Coupe du Monde, c'est pas pour ça qu'elle va faire une bonne CAN, que c'est complètement différent pour moi, c'est deux compétitions différentes. Même si tu as survolé une Coupe du Monde, même si tu es championne du monde, on va dire ça comme ça, à la CAN, tu peux te planter pour moi. Et là, le peuple marocain ne donnera pas le crédit qu'on peut donner, par exemple, sur une Coupe du Monde. Il y a une grosse attente aussi de la part du peuple marocain sur cette compétition. Après, favori, comme tu posais la question, favori, ça veut pas forcément dire que tu vas remporter la CAN. Hein. Moi, quand on me demande si c'est les favoris, certes, le Maroc c'est le favori par rapport à leur parcours, mais dans ma tête, c'est pas eux qui vont forcément remporter cette Coupe d'Afrique. Pour moi, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Ouais, franchement, j'adore cette position d'underdog, et c'était la position du Maroc lors de la Coupe du Monde. Et pour moi, je pense que l'Algérie peut vraiment l'emporter, même si les autres équipes. En fait, le truc en Afrique, c'est que toutes les grosses nations, elles sont un peu au même niveau. Donc c'est très difficile de dire qui va remporter cette CAN. Et justement, en Afrique, il y a pas un peu de jalousie par rapport à la réussite du Maroc? Est-ce qu'il n'y a pas le truc de dire regardez, le Maroc, ils ont fait une énorme Coupe du Monde, c'est incroyable, ils ont vraiment élevé leur niveau, ils ont fait briller l'Afrique entière à travers cette Coupe du Monde. Maintenant, on veut aussi montrer au Maroc qu'on vaut le coup, quoi.
je ne pense pas qu'il y a de jalousie. Pour moi-même, je suis un peu jaloux que je suis pas le premier entraîneur qui allait au demi-finale au Coupe du Monde avec un pays africain. Plusieurs années, j'ai dit ça. Je veux être le premier sélectionneur qui peut aller avec une équipe africaine au demi-finale. Maintenant, je dois être le premier qui doit aller au final. Mais il n'y a pas de jalousie. Je pense que tous les Africains sont fiers de la performance du Maroc au Coupe du Monde. Mais maintenant, c'est un autre tournoi et chaque supporter a son pays. Et je pense qu'il y a dans ce tournoi beaucoup de candidats. Il n'y a pas 1, 2, 3 candidats. Il y a le Sénégal. On va voir qui peut confirmer ou pas. Il y a le Nigeria, pour moi, le plus fort équipe en Afrique pour le moment. Nigeria a la qualité pour être champion d'Afrique et pour aller aux Coupes du Monde, pour faire quelque chose. Mais il y a aussi Côte d'Ivoire avec une équipe très forte qui va jouer à domicile, avec tout l'avantage de décision d'arbitre, les hôtels, le voyage, tous les petits détails sont dans l'avantage de Côte d'Ivoire. Et pour moi, un autre pays très intéressant est Mali. Rien de personne parle de Mali, mais quand tu vois l'équipe de Mali, c'est une équipe fantastique qui peut faire les grands surprises aussi au Cannes. Est-ce que c'est pas aussi une pression pour la Côte d'Ivoire d'accueillir comme ça, avec une équipe qui est très compétitrice, tous ces pays africains, qui ont un niveau incroyable et qui commencent aussi à devenir quasiment plus forts que beaucoup de nations européennes? Est-ce que c'est pas une pression en fait pour eux? Est-ce que ils vont avoir les épaules assez solides que pour pouvoir supporter l'attente et le regard du peuple ivoirien qui sera là, rivé et qui va vivre en fait cette CAN pendant un mois entier? Mais normalement, chaque pays qui organise le CAN va aller au demi-finale. C'est clair, c'est important. Non, mais c'est écrit quoi. Non, mais ok, c'est l'avantage. Tu connais les hôtels, tu connais les climats, tu as le premier choix de pelouse, l'entraînement, le stade. Tu as tous les spectateurs qui supportent toi. Ce sont pas des amateurs, ce sont des joueurs qui connaissent de jouer pour 60 000 personnes. Sur le stress des joueurs, c'est limité. C'est le joie de jouer le CAN à domicile pour tous les spectateurs. Et je suis 100% sûr que Côte d'Ivoire va aller au demi-finale. Et la pression, pour chaque pays, il y a pression. Pour la Tanzanie, il y a pression. Pour l'Algérie, pour chaque pays qui est là, parce que chaque pays à domicile veut un CAN avec beaucoup de succès. Alors, on l'a compris. En t'entendant, on a parlé du Sénégal, on a parlé du Nigeria, j'ai entendu parler de la Côte d'Ivoire, et donc le 4e demi-finaliste, ce serait le Maroc. Donc on aurait une demi-finale Côte d'Ivoire-Maroc. Oh, l'Algérie. Sénégal et l'Algérie. J'écoute les Tom, c'est lui l'expert, sélectionneur de la Gambie, c'est Tom, hein, c'est pas moi, c'est pas toi. Et donc du coup forcément je me dis que t'es peut-être un des sorciers blancs qui peut savoir ce qui se passe. Non, mais je pense que Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, Nigeria, ça peut être le demi-finale. Mais on a Mali, on a Algérie, Égypte, Égypte, mais ok, c'est possible, mais pas cette année. On ne sait pas. Quand je dis non, ils sont champions d'Afrique dans 2 mois. Non, tout est possible dans la phase de groupe. Personne a expecté que Algérie et Ghana rentrent à la maison le dernier CAN après la phase du groupe. Nigeria après le 2e tour sont au CAN. Tout est possible. Mais je pense les pays Afrique de l'Ouest comme Sénégal, comme Côte d'Ivoire, comme Nigeria sont un peu en avantage. Maroc est un très grand pays, juste comme Algérie, et les 5 pays sont dans les dernières 4. On parle justement du Maroc, mais quand on parle des autres nations qui peuvent être favorites, il y a quelque chose qui résonne très fort, c'est l'homogénéité dans le niveau des équipes. Elles se valent, ces équipes. Elles sont capables d'être battues l'une par l'autre et de surprendre l'une et l'autre. C'est aussi ce côté enjeu qui est excitant dans la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le côté, aujourd'hui, il peut tout se passer. Il n'y a pas vraiment un favori désigné ou quelqu'un de plus attendu que l'autre, mis à part, bien sûr, la situation exceptionnelle avec le Maroc. Pour revenir au Lion de l'Atlas, Thomas. Non, c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment toutes des équipes qui ont un peu le même niveau. Ils ont des joueurs de qualité qui jouent en Europe. C'est-à-dire,
on peut en citer au moins 8, c'est des équipes qui ont un bon niveau et qui peuvent potentiellement prétendre à ce titre. Par contre, une équipe, on vient d'en parler, le Nigeria, par contre, tu disais que c'était une équipe très forte, mais moi j'ai un souci avec le Nigeria, c'est que ils ont beaucoup trop d'attaquants du même niveau, et c'est ça qui peut potentiellement poser un problème, parce que faut justement faire le bon choix et savoir qui il faut mettre dans son attaque. C'est le job de sélectionneur, naturellement, de prendre les bons choix. Peut-être tu dois pas sélectionner tous les attaquants, ça, tu dois seulement 3-4 maximum, et c'est le job de bon sélectionneur qui prend les décisions. C'est ça qui fait, genre lors des dernières sélections, je trouve qu'il a appelé énormément d'attaquants, même beaucoup trop, mais parce que c'est tellement difficile de faire un choix que il y a des joueurs, comme Boniface ou un Terem Moffi, c'est impensable de le laisser à la maison alors que t'es un pays africain et t'as ce type de joueur dans ton effectif. Donc c'est ça qui va être compliqué. C'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent les titres, c'est l'équipe, c'est ça. Et c'est important. Et c'est important à dire, bien sûr, le collectif plus important que les individualités dans cette CAN. Sinon, je pense que le Nigeria, qui est quand même un des favoris, serait déjà gagnant d'avance. Oui, clairement. Voilà, avec Osimhen, Boniface, tu l'as dit, Terem Moffi, Samou Chukwueze. Pour Xavier, grand fan du Milan, il faut le dire. Il nous a permis de se qualifier quand même. Et oui, c'est lui qui a donné la qualification. Par contre, dis-moi. Moffi, il sera pas là, je pense, parce qu'il s'est blessé, donc il fera potentiellement pas partie des attaquants. Donc ça fait déjà un choix en moins pour lui. Donc ça fait déjà une épine dans le pied en moins. Ça, c'est aussi intéressant dans le rôle d'un sélectionneur. Quand on dit, et on en parle notamment avec certaines nations européennes, il a beaucoup de choix, c'est super, il y a plein de bons joueurs. Le problème de luxe, ça reste quand même un problème, Tom. Oui, mais c'est dans chaque sélection, tu dois prendre des décisions des humaines. Personnellement, quand tu dis un joueur, tu ne peux pas venir au CAN, c'est une catastrophe. C'est pas seulement un match, c'est un tournoi. Chaque joueur a son rêve de jouer un grand tournoi avec son équipe nationale. C'est très difficile de prendre cette décision. Et comme sélectionneur, tu prends chaque fois une décision pour le pays. Quand tu travailles avec un club, tu joues un match, 5 jours après tu joues un autre match, tu peux changer les choses, tu peux changer l'équipe, mais tu prends une décision pour 23, 25, 27 joueurs qui viennent au CAN, tu prends une décision avant le CAN et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il passe au CAN. Tu as besoin des attaquants, des milieux, des centres, des gauches, à droite, tu prends une décision et c'est pas seulement aussi sportivement, c'est aussi l'homogénéité du groupe, l'atmosphère au campement, tu es un mois ensemble, plus d'un mois ensemble dans un hôtel. Il y a beaucoup de choses que tu dois prendre, tu dois penser avant de prendre une décision, et c'est pas facile, mais c'est le rôle de sélectionneur et c'est très important. Le rôle aussi, on va parler d'Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. Le rôle d'Aliou Cissé, ça va être de pouvoir retrouver aussi des leaders de leur effectif qui aujourd'hui sont partis en Arabie Saoudite, en la présence de Kalidou Koulibaly et de Sadio Mané, dans leur meilleure forme, parce qu'il faut défendre un titre. Et défendre un titre, forcément, ça implique une certaine, je dirais, un certain niveau, ne serait-ce que même physique, en termes d'intensité, retrouver aussi la qualité même, parce que voilà, l'explosivité d'un Sadio Mané, il l'a peut-être pas perdu, mais pour le moment, début de saison, c'est très compliqué avec Al Nassr. Donc, qu'est-ce qu'on fait et est-ce que vraiment cette année, est-ce que ce seront en fait ces leaders-là qui pourraient malheureusement empêcher le Sénégal d'être, je dirais, à la course de son propre titre, ou en tout cas essayer de le récupérer, Thomas? Le fait des joueurs que tu viens de citer qui sont partis là-bas, c'est un choix, et il y en a plein qui l'ont fait. Dans la sélection à Tom, c'est pareil. Donc je pense pas que ça aura un grand impact. Moi, ce qui pourrait poser problème, c'est le fait, justement, comme tu disais, ils viennent à la CAN pour défendre leur titre, mais c'est très rare qu'une équipe redevienne championne après l'avoir remporté. Donc je pense que pour le coup le Sénégal ne sera pas champion d'Afrique. C'est seulement passé avec Égypte, oui, voilà. 3 fois avec Sheata comme entraîneur, mais ça ne passe pas beaucoup. C'est très rare. Surtout que les équipes, ils ont les mêmes niveaux, donc c'est pas, le Sénégal n'est pas une équipe supérieure aux autres, c'est une équipe du même niveau que les autres.
On va faire le lien maintenant tout doucement pour aller vers les meilleurs moments de la semaine, les moments forts qui ont émaillé tout simplement ces 7 derniers jours, avec ce qui se passe dans notre championnat, puisqu'avec plus de 40 internationaux absents à partir de janvier, la Coupe d'Afrique des Nations va être omniprésente dans notre Pro League, et accessoirement également la Coupe d'Asie sera très présente aussi. Est-ce que ça aura une incidence directe sur le titre de champion de Belgique en fin de saison, Xavier? Pour moi, non. Pardon? Ça aura une incidence sur les matchs au mois de janvier et tout ça, mais pas sur le titre fin de saison. Ah non, je suis pas d'accord parce que justement c'est un mois où tu peux potentiellement perdre des points. On a déjà eu le cas avec la Gantoise il y a 2 saisons. Fin d'année, t'as les playoffs où tu joues que des concurrents directs et si tu veux être champion. Ouais, mais moi je pense pas que ceux qui ont perdu des points en janvier. Mais si un joueur part un mois de son équipe, donc prenons l'exemple de Amoura, il part de l'Union, pour moi ça aura un impact énorme parce que pendant un mois il sera plus là pour marquer les buts, même s'il y a des remplaçants, mais c'est pas du même niveau et pas du même style. Et le fait qu'il soit plus là et que du coup les automatismes, bon, ils vont pas forcément se perdre à 100%, mais ça va un peu se perdre et il devra réintégrer cette équipe et tout. Moi, je pense que ça peut vraiment avoir une influence. Et pour prendre un deuxième exemple, c'est la Gantoise. Je pense que ta liste, On va y venir. Elle est énorme. Elle est énorme, la liste. 8 joueurs impliqués à la Gantoise. On va les citer. Tariq Tissoudali, Noah Fadiga, Norio Fortuna, Brian Agbor, Jordan Torunariga, Ismail Kandous, Gift Orban et Hang Hung Sok. C'est énorme. T'en as oublié un. Je t'en prie. Watanabe. Exactement. D'habitude, il est pas repris avec le Japon, mais la dernière rassemblement, il a été repris. Il était, ouais. Il peut potentiellement, c'est encore plus pire. grave. Surtout que c'est vraiment les 3 défenseurs, c'est Kandous, Watanabe et Torunariga. Donc, imaginons que les 3 partent, mais ça va avoir une influence de malade, hein, sur cette équipe. On va devoir travailler au mercato pour Mbana Zebrouk, mon cher Tom. Oui, il peut faire des transferts, mais on parle, ok, il manque des joueurs, mais chaque équipe manque des joueurs. Ouais, mais la Gantoise, c'est beaucoup, hein. Ok, ouais, c'est peut-être beaucoup. pas 8 joueurs, oui, c'est ça, c'est la chance que les 3 soient pris. Parce que peut-être Gift Orban n'est pas dans la sélection finale. C'est pas la liste finale, c'est les possibilités. Peut-être il y a 5 joueurs qui partent. C'est beaucoup et ça influence, mais quand chaque équipe a 3, 5 joueurs, ça balance aussi un peu naturellement. Et pour moi, on a la discussion de jouer en janvier, mais il y a des ligues comme Norvège, Suède, qui jouent en août. Les compétitions sont, on peut pas changer ça. Bon argument ça d'ailleurs. Ouais, non, c'est vrai. Bon argument. C'est vrai. J'avais jamais pensé, mais c'est vrai. Et on râle sur on parle toujours en Europe. Ah, c'est catastrophique. Coupe Asie, Coupe Afrique en janvier, mais la ligue au Japon. Mais justement, ils sont en train de passer une loi pour s'adapter sur le calendrier européen au Japon. Mais il y a beaucoup de ligues qui commencent en mars et en Irlande, en Amérique. Il y a beaucoup de ligues qui commencent en avril ou en mars et qui sont finies en octobre. On peut pas penser toujours nous sommes le seul au football. C'est trop facile. Alors on a parlé bien sûr de la Gantoise, on peut parler également du Standard de Liège. Moi, une info que je peux vous donner, c'est que William Balikwisha, pardon, ne devrait pas être dans la liste. Voilà, je vous donne l'info. Logiquement, il ne devrait pas représenter le RDC, donc on va lui enlever un joueur au Standard. Ceci dit, la situation de William Balikwisha, on vous l'a exposé dans Wait and See, c'est quand même celle d'un départ en janvier. Donc quoi qu'il arrive, le Standard, voilà, c'est pas vraiment le joueur le plus prépondérant sur lequel il devait compter. Et on en reparlera. Il n'a pas été non plus décisif et incroyable face à Charleroi, donc c'est pas vraiment lui qui va aider au remplacement d'Isaac Price. Bopé Bokadi, Moussa Djenepo, Wilfried Kanga, Ayao Kawabe, Aidon O'Neill du côté de l'Australie et puis Kamal Soa possiblement au Ghana. Difficile aussi pour le Standard. Ah oui, c'est sûr. Mais par contre, pour revenir sur ce que tu disais de Balikwisha, imaginons Alzate est blessé pour une durée un peu longue. On connaît pas encore le résultat de l'IRM, si je me trompe pas. C'est logiquement Balikwisha qui prendrait sa place si je pense logiquement. Selon toute vraisemblance. Voilà. Donc en fait, il pourrait finalement quand même avoir un rôle important au Standard. S'il part en janvier, ça va être compliqué au milieu de terrain. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il pourrait le rester jusqu'en fin de saison, effectivement. Alors on a parlé, forcément la Gantoise c'est vraiment abusé. Voilà, on va le dire comme c'est exagéré. Mais quand on regarde les joueurs qui potentiellement vont quitter pendant un mois l'Union Saint-Gilloise, on peut aussi être relativement inquiet. Ils sont pas
beaucoup, hein. Il y a Koki Machida, certainement le meilleur défenseur central de l'Union. Il partira, lui. Jean-Thierry Lazaramani, certainement le deuxième meilleur milieu de terrain de l'Union Saint-Gilloise, et Mohamed Amoura, qui est quand même à un moment donné le meilleur joueur du championnat. Sur chaque ligne tempère un joueur de conséquence. C'est pour ça que je vais dire, pour moi, ça aura une conséquence sur le titre. Bon, après, maintenant, ils ont quand même une certaine avance, donc voilà, mais ça va jouer quand même, je pense. Ouais, et alors il y a le Royal Antwerp Football Club et logiquement aussi le Cercle de Bruges qui sont tranquilles. Anderlecht aussi, hein. Normalement, Anderlecht en a 3. Ah bon? Moussa Ndiaye, il y a également Majid Achimerou et Amadou Diawara. Ouais, mais c'est pas des titulaires, donc c'est moins impactant que l'Union, par exemple. Mais je vois où mais tu vas en pourrait gagner des points pendant ce moment-là. C'est des moments importants. On sait que les moments de janvier, c'est souvent les moments où on fait la différence. Ouais. Par contre, il y a aussi une équipe dont on parle pas, qui je pense est fort. Elle embête beaucoup d'équipes pour le moment, c'est Saint-Tron. Elle fait quand même de bons résultats. Il y a Koita qui va à la CAN avec la Mauritanie. Hein. Ouais, c'est juste. Donc tous ceux qui vont jouer Saint-Tron au mois de janvier, ce sera peut-être une équipe entre guillemets plus facile à manier. T'as pas de remplaçant conséquent pour Koita. Sans Koita, en attaque du moins. Ouais, c'est vrai. Et malheureusement, le Standard, je dirais, l'affronte le 27 décembre prochain, justement le jour où tu donneras ta sélection, mon cher Tom. Donc du coup, ils pourront pas profiter de ça. Mais les autres pourront. Mais quoique le collectif de Thorn, ça fonctionne bien. C'est quand même un joueur majeur, quoi. Oui, non, mais ça va vraiment changer la donne pour moi. Si Koita n'est pas là, ça fait une grosse différence. Ouais, c'est intéressant. Donc j'entends un petit peu vos avis. C'est intéressant aussi d'avoir un petit bilan parce que c'est la dernière sur la JPL. Là, on est vraiment dans le focus. Vous parlez du fait que vous n'êtes pas vraiment d'accord en fait au final sur le côté incidence ou pas, parce que on va chercher quoi durant ce mois-là? Ce mois-là, c'est quoi? C'est récupérer des points qu'on pourra pas reprendre après pendant les playoffs. C'est quoi l'incidence directe, clairement, Thomas? Bah, c'est que les équipes, enfin, pour l'Union Saint-Gilloise, par exemple, c'est que des équipes comme Bruges qui reviennent très bien, et je pense qu'on va en parler aussi. On va en parler. Ça peut les rapprocher de l'Union, et comme tu disais, après, il y a les playoffs, donc les points sont divisés en deux, donc ils peuvent plus facilement revenir si l'Union a un mois de janvier catastrophique, parce qu'on sait pas comment ça va se passer. Ouais. Surtout qu'ils jouent l'Europe aussi encore. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Donc moi je pense que ça peut avoir un impact. Eh ben tu sais quoi, on va en parler tout de suite, c'est bien mieux. Invaincu depuis la 13e journée de championnat, le club de Bruges n'a encaissé qu'un seul but depuis le 9 novembre. Question: l'ogre brugeois est-il enfin de retour, Xavier? Pour moi, oui. On en avait parlé il y a quelques émissions et tu disais Deyla, est-ce qu'il doit partir ou pas? Ben, pour moi, je t'ai dit, il faut lui laisser le temps de travailler. Exact. Et c'est comme tous les gros clubs, comme l'Antwerp et tout ça. En fait, le souci, c'est que ton pic de forme, il doit arriver au fur et à mesure de la saison. Il doit pas arriver au mois de septembre ou en juillet. Enfin, ça sert à rien d'être en forme en septembre et puis au mois de décembre, tes joueurs ils sont cuits. Et tout doucement, Bruges, l'Antwerp et tous ces clubs-là, ils commencent à rentrer tout doucement à leur pic de forme pour la deuxième partie de saison, qui va être vraiment primordiale dans les playoffs où tu affrontes tous tes concurrents directs. Et c'est là qu'un titre de champion se gagne pour moi. C'est intéressant parce que quand on voit la campagne que j'ai pu suivre, notamment, vous le savez, je commente les matchs de l'UEFA Conference League, donc du club de Bruges. On voit aussi une montée en puissance et une prise de conscience des individualités. Ça veut dire que quand il faut accélérer, quand il faut mettre la 4e, ils en sont tout à fait capables, Thomas. Tout à fait. Et je trouve aussi que chaque joueur maintenant défend. Ce qu'il n'y avait pas forcément au début. Quand tu vois un Thiago ici face à la Gantoise, il a vraiment très bien défendu et il a marqué. Donc c'est un joueur qui monte en puissance et c'est très important pour le club de Bruges parce que si le club de Bruges n'a pas d'attaquant, ça fonctionne pas. On le voit depuis des années. Le problème c'était le numéro 9. Mais là, malgré les critiques de début de saison, il commence à marquer, il défend et il a un rôle très important dans l'équipe. Tom, quelle est ta vision du club de Bruges de Ronny Deila? Comment tu vois ce club-là? Il a fait un beau travail au Standard Liège. Au début, peut-être il y a des problèmes ou des critiques au club Bruges, mais c'est très facile de parler quand il n'y a pas directement des résultats. Un club comme Club Bruges, on demande chaque match une victoire, mais je pense qu'il a fait un bon travail. La stabilité est maintenant là, la qualité des joueurs est là et ils sont un des favoris pour la Ligue. On a parlé, tu parles du Union qui perdrait trois joueurs importants, mais aussi les années passées, Union a toujours des problèmes fin de saison. Je ne sais pas quelle est la raison pour ça. Je pense l'expérience du club Bruges
va aider Club Rouge pour être un des grands favoris pour être champion. Il y a une autre équipe aussi qui monte en puissance et que j'adore jouer depuis quelques matchs, c'est l'Antwerp. Ouais. C'est vraiment incroyable ce qu'ils sont en train de faire et avec la doublure en attaque qu'ils ont là, c'est solide et je serais même pas étonné qu'ils passent plutôt au système 3-5-2 avec les deux attaquants Lineker et Janssen à deux parce que ça a très bien fonctionné contre Charleroi en coupe et ils l'ont refait ici face à Anderlecht pour rattraper le retard et à chaque fois ça c'est vraiment un jeu très très beau à voir. À domicile, c'est quand même une autre équipe qui est à l'extérieur. Le Royal Antwerp Football Club dans l'impact et la façon dont ils peuvent avoir une prédominance dans le jeu en fait, dans les échanges notamment dans la domination, c'est une équipe très Mark Van Bommel en fait dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'impact, c'est pas si léché que ce qu'on peut croire, mais au final, ils sont toujours en train d'harceler le porteur du ballon avec beaucoup de joueurs qui jouent très très proches l'un de l'autre, près de la surface de réparation. Voilà, un joueur comme Eyuke par exemple, il apporte un vrai plus. Je sais que tu l'adores, mais pourquoi? Parce que pour moi, il me rappelle un peu, dans une mesure moins folle, mais je veux dire dans le style de jeu, le côté X-Factor, joueur imprévisible, Didier Lamkelze. Tu vois, il y a ce côté, le joueur qui à un moment donné peut prendre le ballon, faire la différence lui-même et désorganiser un peu la défense adverse. Alors qu'avant, c'était très lisible. Tu vois, des joueurs comme Balikwisha, c'est des joueurs cliniques. Un crochet, une frappe, le ballon est but. Un crochet, une frappe, le ballon est but. Le centre, le truc. Mais c'est pas un joueur qui peut, sur une action, te changer complètement le cours. Tu sais, les défenseurs, ils anticipent parfois ce que font les ailiers, etc. Là, tu sais pas ce qu'il va faire. Impossible. Tu sais pas ce qu'il va faire. Il a une technique et une façon de dribbler. C'est rare de voir ça et ça se ressent dans sa façon de jouer, même si contre Anderlecht je l'ai trouvé un peu moins bon que les 3 matchs précédents, mais il a été très très bon. Ouais, absolument, très très bon. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire le lien avec la performance du Royal Antwerp Football Club face à Anderlecht, Xavier. Très simplement, ils ont arraché le nul en étant bien meilleur qu'Anderlecht, d'ailleurs quasiment sur la grosse partie de la rencontre. Est-ce qu'on peut dire que justement, comme le pressentait un petit peu Thomas, c'est bon, on est reparti pour le titre du côté du RAFC? Ouais, clairement, je pense que début de saison, ils avaient un peu du mal à marquer, que Janssen pendant très très longtemps, il n'a pas marqué. Mais au final, ils encaissaient quand même très très peu. C'est juste que devant, le ballon, il voulait pas rentrer, ils avaient beaucoup d'occasions, et le ballon, il finissait pas au fond, et ils perdaient, ou bien ils faisaient des matchs nuls, donc ils avançaient pas beaucoup. Mais maintenant, on va dire, la qualité offensive, elle est toujours là, sauf que le ballon tourne un petit peu mieux pour eux. Et je pense qu'Antwerp peut vraiment relancer. Et en plus, maintenant, ils ont même un banc, que quand tu vois qu'Abaluksha, pendant, il était blessé et tout ça, donc il jouait pas, mais t'avais quand même des super bons titulaires. T'as Georges avec un nom de famille, voilà, un peu difficile à prononcer, qui était sur le banc, qui était pas titulaire, qui était pas titulaire non plus. 2006. Donc t'as quand même des choix derrière qui peuvent encore faire la différence. Honnêtement, pour moi, l'Antwerp, il est vraiment relancé. Je pense que ça va être un candidat au titre avec Bruges, ça va être un des deux, je pense, pour finir. Tom, tu dois faire un choix entre le Royal Antwerp Football Club et le club de Bruges. Pour être champion. Pour être champion. En ce moment, là, au moment où tu le sens, l'énergie, tu fais quoi? Le Van Bommel, ou plutôt l'Antwerp de Van Bommel, ou Ronny Deila? Je pense que c'est très difficile pour Antwerp pour renouveler les titres, parce que aussi c'est le même comme Côte d'Ivoire, c'est le même comme Algérie. Ils sont uniquement une fois champions. On a vu ça avec Liers longtemps passé. Ok, cette équipe est plus forte, mais il y a aussi beaucoup des histoires avec les stades, avec Sven-Jacques peut-être aller au Club Rouge. Il y a beaucoup des histoires extérieures. L'équipe sont, pour moi, je pense, l'expérience du Club Rouge a l'avantage, mais j'espère que c'est une fois que c'est Union. Oui, c'est Union. Moi aussi, j'espère. Ouais. Eux, ils méritent. Et franchement, vu l'avance qu'ils ont, ce serait très dommage de le gaspiller. 8 points d'avance. Oui, c'est beaucoup. Mais après, c'est divisé par 2. Donc, au final... Du final, c'est 4 points d'avance. Ouais, donc, mais bon, c'est pas terrible. Mais c'est déjà pas mal. C'est pour ça, j'ai peur que... C'est autant que l'Inter sur la Juventus, en fait. Excusez-moi de revenir à mon club préféré, mais c'est pas mal. Ouais, mais eux, c'est pas divisé par 2, en fait. Donc, c'est bien ça le problème. C'est des vrais 4 points. Mais oui, mais clairement, c'est pour ça que j'ai peur que en janvier, on est loin. C'est en janvier, quand ces 3 joueurs vont partir, ça peut avoir un impact. Ouais, encore une fois, on revient sur cette Coupe d'Afrique des Nations qui nous aura embelli durant toute l'émission. C'est super. Un petit mot juste pour les fans du Standard de Liège qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, sur le match nul relativement décevant des Rouges. Est-ce qu'on peut considérer ce 0-0 qui était vraiment inoffensif et complètement nul comme justement 0-0 nul inoffensif comme une défaite, Xavier? Je sais pas comme une défaite, mais en soi c'est un résultat logique. Enfin, le Standard, honnêtement,
Charleroi, Mazou, du côté de Charleroi, ils ont joué avec leurs armes, et ils ont joué comme il faut jouer contre le Standard. Le Standard, il est bon seulement contre les grosses équipes qui font le jeu, qui peuvent partir en contre-attaque et ils défendent bien, et puis ils marquent un goal. Mais quand ils doivent faire le jeu et qu'ils jouent face à un bloc bas, c'est mauvais, le Standard, malheureusement. Et là, Charleroi, ils ont défendu, ils ont joué assez bas, et ils ont mis en difficulté le Standard, parce que c'est comme ça qu'il faut faire en sorte de faire déjouer le Standard. Le Standard qui peut encore... c'est un résultat logique, toi. Voilà, le Standard qui peut encore remercier Arnaud Baudard sur très bel arrêt sur Mbenza, sans qui le Standard repartait avec 0 point là pour le coup, Thomas. En plus le match il est terriblement nul, très ennuyeux. Franchement, je le trouvais pas. J'étais vraiment déçu de cette rencontre. Et pour revenir à ta question, moi je vois ça comme une défaite pour le Standard, mais différemment. Imaginons qu'Alzate soit blessé pour plusieurs semaines. Pour moi, c'est là où la défaite se pointe, parce que c'est un joueur hyper important. S'il est plus là, ça va encore faire descendre le niveau. Alors, j'ai pas mal d'informations à vous donner sur le Standard. La première des choses, c'est qu'effectivement, on se pose pas mal de questions aussi dans la façon dont Karl Hoefkens va arriver à tenir le groupe en interne. Il y a des doutes, voilà. On se pose des questions, notamment au niveau des joueurs, etc. On peut vous raconter une petite anecdote, notamment avec William Balikwisha, qui a été censé venir avec le groupe à Bruges et qui à la dernière minute a dit, envoyé un message dans le groupe en disant ouais non, moi je peux pas venir les gars, désolé de pas être venu, et qui a lâché en fait le groupe en partant à Bruges. Et même pour l'énergie globale de l'équipe, c'est difficile. Globalement, ce qui est reproché à Karl Hoefkens, c'est le côté un peu en fait c'est un très bon être humain, mais quelque part peut-être parfois un peu trop gentil. Trop voilà. gentil. Et donc c'est de laisser un peu trop passer certaines choses, d'être un peu trop laxiste sur des trucs et de pas savoir s'affirmer, quitte à rentrer un petit peu dans l'art et à faire mal en fait. Il a des difficultés à faire mal, et ça peut lui être reproché, notamment dans le groupe. Tu parlais de Zinho Van Heusden, une deuxième petite info. Il avait mal partout après le match face à Charleroi. Il a pas dit j'ai mal que là où il est, je crois que c'était l'ischio-jambier, là où il semblait souffrir. Il avait mal partout. Il y a un vrai problème physique à mon avis du côté de Zinho Van Heusden, et ça va lui faire du bien aussi la trêve. Et je pense que le Standard pourrait penser à ne même pas le titulariser pour les 2 prochains matchs, histoire de le faire même un petit peu souffler. Tout à l'heure, tu parlais du registre offensif du Standard. Une statistique, et j'espère que tu pourras l'interpréter. Wilfried Kanga, XG 0. Ça veut dire pas le contraire, mais après, au Standard, depuis combien d'années, on a essayé 50 attaquants, et c'est toujours la même chose. Faut peut-être se poser la question, c'est est-ce qu'on lui a donné combien de bons ballons à gérer dans le rectangle? C'est ça le problème aussi. C'est vrai. C'est que je pense, on peut critiquer les attaquants, qu'ils soient bons, mauvais, je dis pas le contraire, mais t'as beaucoup d'attaquants, on leur demande souvent de redescendre fort bas, même Kanga, on lui demande de redescendre fort bas, et moi c'était pareil auparavant. Un attaquant qui est au petit rectangle, il peut pas être 10 secondes après au grand rectangle et finir. Déjà, il est moins frais parce qu'il vient de faire une course de 80 mètres. Et un attaquant, il faut lui donner des ballons dans le rectangle. Tu lui donnes aucun ballon à gérer dans le rectangle, comment tu veux qu'il t'inscrive des buts? Et je pense qu'on le critique beaucoup, à tort ou à raison, ça c'est encore un autre sujet, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'attaquants au Standard, on les critique et ils ont jamais de bons ballons à traiter. S'il a 5 ballons dans le rectangle par match et qu'il les met tous à côté, là je suis d'accord, c'est un mauvais attaquant, il a raté tout. Mais à partir du moment où on ne donne pas de ballon de finition, c'est dur de finir des occasions. Tom, je te vois faire la moue là. Dis-moi, qu'est-ce que t'as en tête? Non, mais c'est tout correct. Contre Charleroi, il y a seulement un tir au but du Standard Liège. Ça dit tout. Naturellement, je ne peux pas dire les qualités d'un attaquant, mais c'est clair qu'un attaquant manque seulement des buts quand l'équipe joue pour créer des occasions, et quand vous avez inverse, il manque des buts parce qu'il y a beaucoup des occasions. Yann se marque pas que chaque tir, c'est pas un but, mais quand tu n'as jamais un tir au but, c'est très difficile de marquer un but, c'est clair. Et c'est un problème du Standard Liège pour longtemps. Je pense que le temps du Belloni, la dernière fois que le Standard Liège a vraiment... 2008-2009. Oui, c'est longtemps passé. Et c'est vraiment dommage parce que dans notre vie, dans notre tête, Standard est un des plus grands équipes en Belgique, et on a besoin d'un Standard qui est très haut niveau, mais c'est maintenant longtemps. Tout à l'heure, Xavier parlait des efforts produits notamment par les offensifs au Standard et disait que c'était insuffisant pour trouver Kanga. C'est peut-être à l'image aussi d'un Djenepo qui était quasiment éreinté à la mi-temps.
Mais non, mais ça, c'est chaque semaine, on dit la même chose de lui. C'est fou. Ce joueur, il est pas au niveau. Physiquement, ça se voit, quoi. J'étais sur le terrain. Non, clairement, oui, il est carbo. Ouais, mais c'est parce que cette position lui convient pas. On le sait, il est pas dedans et j'ai l'impression que ça prendra plus de temps que prévu et surtout l'investissement qui a été fait pour lui, c'est quand même assez problématique parce que je pense pas que le Standard va réinvestir une somme ici en janvier, sauf si je me trompe, mais je pense pas. Le Standard cherche un numéro 9, c'est une info que je peux vous donner. Ah bah j'en ai un pour eux aussi. C'est le seul attaquant qui a pas été critiqué du côté du Standard depuis des années, il est libre. Pas une idée? Non. Dieu merci. Dieu merci Mbokani. Il est libre. Bah ouais, forcément. Dieu merci Mbokani, c'est la solution facile, hein. Bah facile, oui. Après, c'est peut-être pas forcément le profil qu'il faut aller chercher parce qu'il est quand même assez âgé. C'était juste la petite anecdote parce que c'était un ancien joueur du Standard et voilà, c'est le dernier, comme je disais, c'est le dernier attaquant qui n'a pas été critiqué au Standard depuis des années. Bien évidemment. On va passer au crack, la fraude, c'est votre séquence découverte. C'est là aussi qu'on peut parler des joueurs qui nous ont marqués. C'est bien parce que Thomas et moi, on en a en commun. Donc, je vais lui faire cette passe décisive. Bien sûr, le crack, la fraude, on commence bien sûr avec Xavier. Bah, vu qu'on a une émission spéciale Cannes, moi j'ai envie de mettre en avant un Africain, c'est Matt Targay du RWDM. On n'en parle pas souvent, même si beaucoup de monde le connaît en Belgique, mais de manière générale, il est quand même appliqué dans 43% des buts du RWDM, 8 buts, une passe décisive depuis le début de la saison. Et on n'en parle jamais. Au final, bah, c'est quasi lui. Enfin, c'est presque monsieur 50% au RWDM. C'est une équipe qui se bat pour son maintien. Et je trouve que c'est important d'avoir un joueur comme ça qui peut te faire la différence et qui peut te faire gagner des matchs. Tu connais un peu le profil, Tom? Non, j'ai pas suivre lui, non. C'est un joueur puissant, numéro 9, il ferait du bien à la Gambie, tiens. Je ne peux pas lui sélectionner faut regarder dans les papiers s'il était, quand il est gambien, je ne peux pas changer son nationalité sans, Allez, on va le dire en cœur, Thomas. Tous les deux, notre crack, c'est Kylian Sardella. Attends, on va le dire. Qui, 1, 2, 3. Kylian Sardella. Voilà. Et oui, magnifique rencontre. Performance XXL de Kylian Sardella. Incroyable. Et pourtant, franchement, j'aurais jamais cru un jour sortir Sardella en tant que crack dans l'une des émissions, parce que très honnêtement, c'est pas un joueur que j'apprécie de base. Par rapport à ses prestations sous compagnie, il m'a jamais convaincu. Mais le match qu'il a fait face à l'Antwerp, c'était incroyable. Je pense que si Anderlecht revient avec un point, même si logiquement ils auraient peut-être dû gagner ce match parce que ils ont tenu vraiment longtemps, mais si ils ont un point, c'est vraiment grâce à lui parce qu'il a sorti des ballons très très chauds devant lui. Ouais, moi j'avais juste une question, où est-ce que vous situez son niveau, Xavier? Bah pour moi le problème c'est qu'on le voit qu'en championnat de Belgique et donc c'est dur de dire s'il peut revendiquer plus haut quoi, mais c'est vrai que pour un moment il a le niveau pour être titulaire à Anderlecht, pour jouer une top équipe en Belgique. Mais j'aimerais bien le voir en Coupe d'Europe l'année prochaine avec Anderlecht, que je pense qu'ils vont se qualifier pour une Coupe d'Europe. Et là, on pourra peut-être un petit peu juger s'il peut peut-être aller plus haut. Mais là, quand tu joues, sans manquer de respect à aucune équipe, mais quand tu joues chaque week-end contre Saint-Tron, Louvain, RWDM ou autre, c'est dur de juger. Là, c'est hier, c'était Antwerp. Ouais, voilà, l'Antwerp, il a fait un bon match. Avant-hier, pardon. Mais je veux dire, j'ai envie de juger qu'on est des top équipes, tu vois. Genre, top du top. En Ligue des Champions, en Europa League, pour voir vraiment s'il peut peut-être aller chercher plus haut que le top en Belgique. Être un jour Diable Rouge pour Kylian Sardella, c'est une hérésie ou pas? J'étais sûr que cette question allait tomber. Ah, bien sûr. C'est beaucoup trop tôt. T'as lu le conducteur, c'est pour ça. Oui, mais même, c'est une suite logique parce que justement, on manque de joueurs à ces postes. Donc, même s'il l'avait pas mis dans ton conducteur, c'est sûr que t'allais imposer. Il est Anderlechtois. On sait voilà, qu'ils ont c'est un Belge et voilà, il est jeune aussi. Mais, vu ses prestations sous compagnie et que j'étais pas fan de lui avant, pour des raisons de performance pas assez bonnes. Là, actuellement, il performe bien, mais c'est beaucoup trop tôt pour aller l'installer dans l'équipe nationale. Donc non, pour l'instant, j'ai non. Un joueur en constante progression, Tom. Kylian Sardella, on a beaucoup critiqué, mais il est toujours là pour rendre les fiers services, que ce soit sur le côté gauche ou sur le côté droit. En défense centrale également, grosse polyvalence pour Kylian Sardella. Et puis là, il commence à s'affirmer aussi un peu comme un leader, un des meilleurs joueurs quand même du Sporting d'Anderlecht depuis le début de saison. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, mais tu parlais, c'est pas le temps pour jouer pour l'équipe nationale, mais quand De Bast a joué 2 matchs avec Anderlecht, tout le monde dit il doit jouer avec l'équipe nationale. Sardella a joué 70 matchs pour Anderlecht en D1. Pour moi, il est mieux que De Bast. Ok, on a Castagne peut-être dans son position, mais pour moi, il peut être sélectionné pour les Diables Rouges. Il y a des autres joueurs qui jouent 1, 2, 3, 4 matchs pour Anderlecht et qui sont sélectionnés de temps du Martinez. Sont maintenant, je pense, oui. Et il a un très haut niveau. Il
confirme chaque mois, chaque semaine. Et pour moi, pourquoi pas, il peut être dans la sélection pour le Diable Rouge. Et toi? Ton crack ou ta fraude? On a envie d'entendre Tom, on veut savoir quelle pépite tu vas nous mettre en avant, parce que justement, on a le maillot de la Gambie ici, sélectionneur de la Gambie. Allez, on veut un talent gambien, Tom, fais-nous plaisir. Je n'ai pas de fraude, j'ai seulement des c'est pardonné, c'est pas grave. J'ai beaucoup de cracks dans mon équipe, mais je vais parler d'un Gambien qui a joué en Belgique 2 années, Abdoulaye Diallo, Diallo. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs en Afrique, vraiment. Il est fantastique, mais il ne joue pas dans la ligue. Il joue maintenant au Metz. Il est pas important là-bas. Il a marqué des bons buts les derniers mois avec Metz aussi. Mais quand il joue en Pays-Bas avec Ajax, Feyenoord, PSV, ou en Belgique avec Union, avec Club Brugge, il va être un des meilleurs dans notre ligue. Très intelligent, très bon technique, vitesse, jamais fait des passes mauvais. Il peut décider des matchs, il peut marquer des buts, il peut donner des passes intéressantes. Et en Belgique, presque tout le monde se connaît lui seulement du Serein, mais c'est pas son niveau. Il doit jouer avec un grand club en Belgique ou en Pays-Bas. Oui, c'est ça. Tu penses que le fait d'avoir un jeu dominant avec des équipes qui jouent le haut de tableau va le rendre meilleur, quoi. C'est ça. Oui. Il doit jouer dans une équipe offensive, il peut jouer au 10, au gauche, au droit, mais il est vraiment un très bon joueur, un vrai crack. Si je me trompe pas, il était sur les tablettes de la Gantoise cet été. Il devait signer normalement, mais il s'est blessé et du coup il est pas parti. Et je pense que c'est toi qui as sorti cette info. Et j'ai une très bonne mémoire parce que c'est vraiment toi en plus. C'est bien. Et en plus de ça, je vais te faire plaisir parce que cette semaine exceptionnellement, on n'aura pas de wait and see. Ouais. Donc juste maintenant, on va vous donner 2 informations mercato exclusives. Tu me fais une transition absolument magnifique. Mais effectivement, Abdoulaye Diallo était sur les tablettes de la Gantoise. Oui, on parle, voilà, on va en parler ensemble, bien sûr. Isaac Hayden pourrait bien quitter le Standard de Liège dès janvier. Tout simplement, le joueur qui appartient en fait aux Magpies de Newcastle ne se sent pas bien. Il faut savoir que Isaac Hayden actuellement, il est papa d'une petite fille. Sa fille lui manque beaucoup. Il a un peu ce qu'on appelle le mal du pays. Et effectivement, il vit à l'hôtel depuis son arrivée. Il n'a toujours pas trouvé de pied à terre. Bon, il est dans un hôtel en plus de ça qui n'est pas non plus le plus facile pour il y a rien à faire, quoi. Je veux dire là où il est, et c'est très très compliqué de pouvoir être épanoui en dehors du football. Donc il a des clauses en fait qui lui permettent de retourner à Newcastle et s'entraîner s'il le souhaite dans son contrat de prêt. On rappelle qu'il était prêté jusqu'en fin de saison, donc il pourrait retourner dès janvier et quitter le Standard donc dès janvier pour retourner. Ça c'est la première info. Et la deuxième, voilà, vous vous en doutez un petit peu, c'est un peu moins surprenant. Nottingham Forest cherche un attaquant et donc est en train de discuter avec Milan pour casser le prêt de Divock Origi. L'objectif, évidemment, il est de pouvoir donner à Divock Origi une chance dans un autre club. Et donc là, ces agents sont actuellement aussi en train de chercher une solution pour Divock. Mais Nottingham Forest aimerait acheter un attaquant, mais ils ont besoin de libérer Divock Origi pour ce faire. Et c'est en train de travailler effectivement en ce sens. Petite statistique sur Divock Origi, 8 matchs joués, c'est pire. Attendez, seulement 12% de minutes jouées depuis le début de saison. Ça, c'est un vrai flop, ça, pour le coup, Thomas. Ouais, c'est un vrai flop, mais quand, je sais pas si vous vous souvenez de la photo officielle du club, de tous les joueurs alignés, on voyait, c'était montage ou c'était réel? En tout cas, ça donnait l'impression de... Tu voyais qu'il était un peu en surpoids, ouais, donc je pense que c'est peut-être par rapport à ça. Et pour revenir à ce que tu disais sur Nottingham, ils cherchent un attaquant parce que Taiwo Awoniyi s'est blessé aussi. Je pense que ça a une répercussion par rapport à ça aussi. Et du coup, pour revenir à la CAN encore, Taiwo Awoniyi et Mofi pas disponible pour le Nigeria. Donc finalement, ce que j'ai dit par rapport au choix, ça va être plutôt facile du côté du Nigeria. Voilà, le Nigeria. On va terminer justement cette émission avec vos pronostics. Qui gagnera la Coupe d'Afrique des Nations pour Xavier? Pour moi, c'est l'Égypte. L'Égypte. Ok, un petit mot juste. Simplement, je pense qu'il y a des joueurs qui émergent un petit peu. Avant, il y avait plus ou moins, entre guillemets, sans manquer de respect aux autres joueurs, que Mohamed Salah. Ici, t'as quand même Marmouche, le titulaire du côté de Francfort, qui a quand même mis 7 buts, je crois, 2 passes décisives, voire 14 matchs de Bundesliga. Je trouve qu'il est en train d'exploser du côté de l'Allemagne. Et t'as d'autres petits joueurs comme ça intéressants en Égypte. Et il y a tout un moment où ils ont quand même dominé le continent africain. Et je pense qu'ils vont revenir peut-être pas ici. Enfin, j'aimerais bien ici, mais peut-être que dans 2 ans, ça va être encore mieux pour eux. Qui gagnera la Coupe d'Afrique pour
Thomas. Je suis vraiment obligé de le dire, je pense que j'ai déjà dit 7 fois. Allez. Algérie. Voilà, l'Algérie, bien évidemment, ça va t'as déjà donné les arguments, on ne te demandera rien. Qui gagnera la Coupe d'Afrique pour le sélectionneur de la Gambie, qui fait partie, on le rappelle, du groupe du Cameroun, du Sénégal et de la Guinée. Ça va être très difficile. La finale entre Côte d'Ivoire et Nigeria. Et Nigeria. Ok, finale, Côte d'Ivoire, Nigeria qui gagne la Coupe d'Afrique. Et bien pour ma part, je vais dire que ce sera la Gambie. Voilà, la Gambie. Allez, la Gambie, magnifique. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir été si fidèles, tout simplement dans le Clubhouse Football Time. Merci à vous, messieurs, pour toute cette saison 2023. Bien évidemment, on est de retour en 2024. Hein. On vous prépare plein de belles choses, notamment pour le mercato. Un wait and see show spécial avec des agents, des directeurs sportifs. Ça va être génial. Ça va être magnifique. Ce sera le 16 janvier, mais on vous en parlera en détail dans les moments. En attendant, profitez des vôtres surtout. Profitez de ces belles fêtes. On va évidemment nous se reposer un petit peu parce que forcément la saison a été longue et elle va être encore plus longue parce qu'il y a l'Euro qui arrive bien sûr. Beaucoup de belles choses. Merci Xavier. Avec plaisir, c'est ça. Et puis voilà, Tom, t'as été fantastique. Franchement, ça, tous les matchs, ce maillot-là que je porte, je le porterai à tous les matchs de la CAN que je regarderai dans mon petit QG. Je veux voir des photos. Bien évidemment. Merci infiniment. Merci infiniment, Tom, d'avoir été là. C'est un privilège d'accueillir un sélectionneur, tout simplement, qui va participer à la CAN pour parler de la CAN. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez jamais, le football ne s'arrête jamais dans nos cœurs et ici, dans le Clubhouse. Ciao, ciao.